Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado La santé au-delà des mots. Aujourd'hui, mon invité, Dr Sam Daher, qui est médecin de famille et président, directeur médical de la clinique La Cité médicale à Montréal. Je suis certain que vous allez apprécier cette entrevue qui va nous ramener à nos études en faculté de médecine à l'Université Laval à la fin des années 80, au moment où j'ai connu Sam. Nos parcours ont bifurqué assez rapidement, mais c'est avec un grand plaisir que je le retrouve aujourd'hui. Et nous parlerons donc des raisons de son choix en médecine familiale, de son séjour quand même assez long en Gaspésie, et de son retour à Montréal, de sa pratique actuelle et des doléances qu'il éprouve et qu'il exprime clairement face aux conditions de pratique des médecins de famille qui sont à ses yeux et aux yeux de plusieurs de plus en plus difficiles. Sur ces mots, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, Sam, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Merci de trouver un peu de temps dans ton horaire très chargé. Là, on se disait avant de commencer l'entrevue, ça doit faire 2 mois ou 3 peut-être qu'on essaie de trouver un moment pour faire cette entrevue. Donc, on a réussi à trouver 1 heure pour parler de toi, parler de ta pratique, puis permettre à mes auditeurs de te connaître, puisque moi, je te connais depuis 1988, là, lorsqu'on a débuté nos études en médecine ensemble à Québec. Je vais prendre un moment pour te présenter. Tu es médecin de famille, tu es actuellement donc président et directeur de la clinique La Cité médicale à Montréal. Tu as fait tes études secondaires et collégiales à Montréal. Tu as étudié la médecine à l'Université Laval, donc c'est là que je t'ai connu il y a un très long moment déjà. Ta résidence en médecine familiale à l'hôpital de l'Enfant Jésus. Tu as ensuite quitté en 1994 pour t'établir à Chandler, on va y revenir tout à l'heure, où tu as occupé divers postes, dont directeur des services professionnels, président du CMDP, et on va revenir donc sur ton passage à Chandler dans quelques instants. Tu es à la clinique La Cité médicale à Montréal, comme je le mentionnais il y a quelques instants, et c'est donc dans cette optique que j'ai demander de te parler parce que je pense que tu as un parcours très intéressant. Donc, on reviendra peut-être sur certains aspects de ta vie professionnelle ou, je dirais, paraprofessionnelle qui m'ont quand même intéressé. La première chose que moi, j'étais convaincu lorsque je t'ai connu à Québec, une fois tes études terminées, tu allais prendre la direction de l'Ouest, mais tu as pris la direction de l'Est. Pourquoi? Écoute, premièrement, la région de la Gaspésie, ça m'attirait toujours. Pour être franc, là, le bord de la mer, c'était quelque chose dont je rêvais tout le temps. Moi, ma jeunesse, je l'ai passée au Liban jusqu'à l'âge de 14-15 ans à peu près. Je vivais à Beyrouth, une belle ville dans le temps, elle l'est toujours probablement, sur le bord de la mer. Donc, je voulais retrouver, pas juste physiquement le bord de la mer, mais cette mentalité, cette chaleur des gens côtiers, au fond. Et en finissant notre cours de médecine avec quelques-uns de nos collègues que tu connais, Sylvain, Julie, etc., on s'était dit ça serait le fun d'aller une gang travailler quelque part où il manque vraiment un groupe de médecine de famille, puis qu'on établira notre pratique. Et c'est de là on est allé visiter quelques places, et quand on a vu la région gaspésienne, on a dit c'est vraiment ici que ça va se passer. Et si aujourd'hui j'ai recommencé la même chose, j'aurais fait exactement la même chose. OK. Puis tu choisis pas quand même, ou quand tu pars pour Chandler à l'époque, tu ne choisis pas une région qui est nécessairement favorisée au niveau économique. Là. Quand on pense à Chandler, on pense notamment à la Gaspésia, là, qui était
en fin de parcours, là, si je ne m'abuse, là, quand tu t'es installé là, ou tout au moins qui était, disons, moribonde. Oui, quand je m'y suis installé, écoute, la Gaspésie a fonctionné encore à plein régime. OK. Sauf que l'économie mondiale étant ce qu'elle est, avec l'arrivée d'Internet, l'usage de papier qui commençait à diminuer à ce moment-là, au bout de quelques années, on a commencé à voir cette industrie dépérir un petit peu. Puis d'un autre côté, à 25 ans, quand tu t'en vas t'installer quelque part, oui, tu es un jeune fringant, tu as de l'énergie, tu veux changer le monde, alors tu t'en vas t'installer, puis tu dis, peu importe ce qu'il y en est, là, je vais aller m'installer et je veux faire de mon meilleur pour améliorer les choses. Et c'est ça, c'était le côté agréable où tu t'en vas t'installer comme médecin, mais tu t'impliques dans la vie communautaire d'un milieu. Ce que je t'avais pas dit, écoute, j'ai fait tellement de choses. J'étais sur le comité de relance de la Gaspésie. OK. On a fait des rencontres avec les maires, avec le politique. J'étais dans des manifestations pour supporter un peu le retour de la Gaspésia, etc. Parce que c'est une catastrophe économique pour les gens. Complètement. Une crise qui ferme dans un petit milieu comme ça, écoute, ça met une ville à terre, ça met une MRC à terre. Mais on a fait d'autres choses. On a travaillé fort, puis je me suis dit, si la Gaspésia n'est plus là, on va travailler sur d'autres projets. Et le souvenir que tu as de la fermeture de la Gaspésia, là, c'était, j'imagine, au point de vue moral, économique, pour une ville comme Chandler, c'est catastrophique ou? C'est catastrophique, c'était très morose. Je me rappelle du maire dans le temps, c'était Michel Saint-Pierre, c'était un médecin, un orthopédiste à Chandler, il était le maire de la ville également. Et on se réunissait souvent, puis il me disait, Sam, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, là, c'est catastrophique. Je dis, écoute, moi, à ce moment-là, j'étais directeur de services professionnels également à l'hôpital. Les gens du politique sont venus nous voir pour dire, ben, comment on peut aider? Et là, moi, comme directeur de services professionnels, je dis, écoutez, investissez dans quelque chose, mais l'hôpital est négligé également. Si on peut créer certains emplois, si on peut améliorer, ça fait que là, ils ont mis de l'argent pour on a capitalisé un peu là-dessus. Ils ont mis de l'argent pour qu'on achète le scan à ce moment-là, une écho cardiaque, un mammographe qui était désuet. Donc, on a eu beaucoup de choses, au moins pour dire qu'on a obtenu quelque chose en retour. Après ça, il y a eu le plan de relance de la Gaspésia avec une autre compagnie qui l'a acheté, mais qui n'a pas fonctionné normalement. Mais qu'est-ce que tu veux? On a travaillé par après pour essayer de convaincre les gens de se virer vers la petite et moyenne entreprise, d'oublier les grosses industries parce qu'il n'y a plus d'argent à faire là-dedans. Puis finalement, la fin, la vraie fin là, de la Gaspésia, c'est en quelle année? Je me rappelle pas exactement en quelle année, mais je me rappelle, comme c'était hier, l'atmosphère, la morosité qui régnait, là. On dirait qu'il fallait quasiment dire à la ville, il faut mettre du Prozac dans l'eau courante de la ville, tellement que tout le monde était déprimé. Même nous, c'était vraiment difficile. Alors, c'est ça, tu disais que tu t'es impliqué là, à plusieurs égards. J'ai souri quand j'ai vu que tu avais été propriétaire et président de l'équipe de hockey senior, le Gaillard de Chandler. Alors, une équipe de hockey senior, ça, c'est souvent quelques boxeurs avec plusieurs joueurs talentueux, souvent, mais c'est pourquoi ton implication à ce niveau-là? Parce que le hockey, c'est une religion au Québec, puis particulièrement dans les petites places. L'équipe Le Gaillard, elle s'est installée à Chandler, la Ligue de hockey s'est installée en 96, je pense. Et il m'avait demandé à ce moment-là d'être le médecin de l'équipe. Il voyait, quand il y avait des activités, des galas de boxe, kickboxing, il venait me chercher, j'étais médecin bénévole, puis j'allais être le médecin de l'événement. Alors, quand le hockey senior avait commencé, les anciens propriétaires, ils m'ont dit, Sam, veux-tu venir, regarde, être médecin d'équipe? Il n'y a pas de paie qui vient avec, mais tu es là, t'assistes, puis s'il y a des blessures, tu t'en occupes, etc. Il y avait aussi un physiothérapeute. Je dis, j'irai. Alors, l'équipe fonctionnait bien. C'est une aréna avec une capacité de 3000 personnes. Puis souvent, les pompiers venaient dire, il y a 3500, vous êtes légal, il faut plus remplir l'aréna à ce point-là. Donc, vraiment, il y avait un engouement. Alors, l'équipe a été vendue. Après ça, il y a eu une première faillite de l'équipe. Il y a un autre groupe qui l'a pris. Il y a eu un deuxième qui a eu des problèmes financiers. Puis à la troisième fois, je pense que c'était en 2005, le président de la Ligue, il me dit...
Il dit, vous, docteur, vous connaissez un peu les affaires. Est-ce que vous serez intéressé à reprendre l'équipe en main? Je dis oui. Ça fait que, écoute, j'ai pris une équipe en faillite. Je l'ai virée en organisme sans but lucratif. Et je fais un plan marketing en disant, écoutez, l'argent qui est généré de là, ça va aller aux organismes de charité et aux organismes de sport mineurs de la région. OK. Alors, j'ai fait impliquer tout le monde. J'ai parlé avec les joueurs, leur petite compensation. Ceux qui étaient gourmands, on les a baissés. J'ai fait un plan marketing, comme je t'ai dit. Je suis allé voir beaucoup de commanditaires. J'ai ramassé beaucoup de sous en commandite. Et on a parti la saison. Alors, on a reparti la fierté. J'étais à la radio à tous les vendredis matins pour promouvoir, savoir qui jouait en fin de semaine, etc. Ben oui, je me suis à travers la clinique, puis... C'est ça. Alors, c'était agréable. Écoute, là, les gens, ils adoraient le principe. Je leur disais, c'est votre équipe. À un moment donné, j'ai attrapé quelques gars qui passaient par la porte arrière sans payer. Je les regardais, je dis, les gars, vous êtes en train de vous voler vous-même. Vous me volez pas à moi. Je ne garde pas une scène de cet argent-là. Fait que dès la première année, on avait redistribué 22 000 dans la communauté, plus tout ce qu'on achetait pour l'équipe, que ce soit les rondelles, les bâtons, peu importe ce qu'on achetait, c'était achat local. Pourtant, tu le sais, quand tu achètes en région éloignée, le matériel est toujours plus cher. Plus cher, oui. Oui, exemple, rondelle à l'entrepôt de hockey à Québec, je l'avais à 60 cents, il fallait que je l'achète à Chandler à 1,25. Ça me dérangeait pas, je rachetais tout vraiment local. Donc, ça a encouragé l'économie locale, ça l'a donné une certaine fierté, puis j'en ai tiré un plaisir fou aussi. Parce que là, tu es dans l'arrière-scène de sport. Tu vois comment ça se déroule. Il fallait négocier le contrat de bière avec quelle compagnie? O'Keeffe ou Molson. Il fallait parler, organiser le tirage, le 50-50. Ah oui. Il fallait, bref, c'était une expérience tellement agréable et réjouissante et puis ça a mis beaucoup de bonheur aussi dans les années de morosité de la Gaspésie. Et ce qui est assez marquant, c'est que quand je travaillais à la clinique, les gens venaient me voir à la clinique puis ils me parlaient que du gaillard. Puis là, je leur disais, écoutez, on a notre rendez-vous, les 15-20 minutes qu'on a, là, parlez-moi pas de hockey, parlez-moi plus de votre problème de santé. Oui. Mais quand je passais à l'aréna, ils me parlaient de leurs problèmes de santé. Fait que les rôles étaient inversés, là. Ah, mais dis-moi combien un joueur de hockey à tout hasard, compte tenu que moi j'aime beaucoup le hockey, un joueur de hockey d'une équipe senior comme ça dans les années 2000, c'est payé combien, disons? C'est par match ou par... Oui, c'est par match. C'est des compensations de déplacement et de frais pour achat d'équipement. Moi, je leur achetais rien, là, comme bâton, tout ça. On leur donnait puis ils achetaient. Donc, on dit, disons, on a un budget d'à peu près 5 000 $ par joueur. Okay. Tu le divises, on leur donne pas le 5 000 parce que, tu sais, on sait pas s'il va jouer tous les matchs, s'il va être blessé, s'il va quitter l'équipe. On dit, c'est 5 000, on a à peu près 24 matchs, c'est divisé sur 24 matchs, ça peut, tu sais, ça variait entre 200, 300. S'il venait de plus loin puis il y avait du millage à payer, on payait en fonction. Donc, il y avait pas de T4 avec ça, mais il y avait certains joueurs que tu faisais venir de loin, les fameux boxeurs, les goons. Ouais. Eux autres, ils pouvaient te coûter jusqu'à peu près 800 $ par match. Quand même. OK. Yep. Puis toi, comme médecin, dis-moi, là, avais-tu un malaise à engager des goons pour jouer dans ton équipe de hockey ou ça faisait partie du spectacle? Ça fait partie du spectacle. Au début, j'avais un certain malaise, sauf que j'ai tellement fait d'années dans le hockey senior comme médecin et je peux te garantir que quand il y a des goons, il y a moins de blessures. Pourquoi? Parce qu'un joueur normal, je dirais pas comme toi et moi je sais pas jouer au hockey. Quand les joueurs réguliers se battent, okay, parce qu'ils sont dans le feu de l'action, puis ils sont fâchés, ils se battent pour quelque chose, ils se blessent souvent. Okay. Les gens, ils se connaissent, ils se respectent, ils savent comment se battre pour ne pas se blesser ni blesser les autres. Okay. Alors, il y a toujours moins de blessés, moins de commotions, moins de coups de frustration, moins de fractures, moins de plaies à réparer quand j'ai des goons sur la glace, parce que premièrement, ils imposent le respect, les coups cochons, il n'y en a plus. Okay. Deuxièmement, quand ils se battent jamais contre un joueur régulier de l'autre équipe, ils se battent contre le goon de l'autre équipe. Okay. Puis ils se connectent tous, donc ils savent comment se battre. En 2006, tu te lances en affaires avec Medigestion Lambda Incorporée. Est-ce que ça se greffait aussi dans, ton
profil un peu d'entrepreneur et deux, dans ton désir, encore une fois, de promouvoir un peu un certain essor économique dans la région? Oui, au fond, mais les gestions lambda, à la base, c'était une compagnie de facturation médicale, facturation pour les médecins. Médecins de famille. Pourquoi? Parce que quand j'ai commencé à travailler comme médecin, le fameux livre de facturation qu'on a, il faut le lire, il faut le comprendre. Il n'est pas facile à lire, ni encore moins à comprendre, puis il faut se rappeler de plein de petits détails. Les médecins utilisent en général 25%. Les médecins de famille, je ne suis pas en spécialité, mais en médecine familiale, tu utilises 25% de ce qu'il y a dans le manuel de facturation, puis tu roules avec. OK. Il y a plein d'actes qui ne savent pas. Mais moi, je lisais, puis je relisais, puis je relisais, puis je relisais. À un moment donné, j'ai peut-être maîtrisé 75, 80, 85%. Puis je disais à mes collègues, écoutez, là, il y a beaucoup de choses sur l'heure du dîner. Je leur disais, as-tu facturé la thérapie de diabète? As-tu facturé tel acte? Mais non, je le fais pas. Comment tu fais? À un moment donné, je me suis assis avec un de mes amis qui est conjoint d'une médecin. J'ai dit, écoute, toi, tu factures, tu es juste technique, là, tu rentres les castonguettes. Moi, je leur explique. On peut mettre nos efforts ensemble, puis on peut faire plus des formations aux médecins. Vraiment les aider à optimiser. Tu sais, c'est du travail, c'est de l'argent qui leur appartient, mais qu'ils ne facturent pas parce qu'ils ne savent pas. Mm-hmm. On a réussi quand même à les faire augmenter, des fois, dans certains cas, à 15-20% la facturation pour le même travail fait, juste en ajoutant cette facturation-là. En facturant de façon honnête, mais plus oui, précise, tout à fait. disons. Ouais, c'est ça. Exactement. Exactement. Est-ce que c'est une entreprise qui existe encore, que tu as vendue ou qui est... Non, quand j'ai quitté la Gaspésie, je me suis dissocié de mon partenaire en disant, regarde, je peux pas continuer à faire ça. On le faisait surtout avec les gens de la Gaspésie. Mm-hmm. Et je savais qu'en venant à Montréal, j'avais un projet d'ouvrir la clinique et tout ça. Je me suis dit, j'aurais pas le temps, surtout à distance, de faire ça. Alors, j'ai laissé ça. OK. Dis-moi, si on reculait un peu en arrière, qu'est-ce qui t'a amené en médecine ou à choisir la médecine et peut-être même la médecine familiale? La médecine en premier lieu, ce qui m'attirait beaucoup, les gens me trouvent toujours drôle quand je dis ça, c'est l'autonomie professionnelle. Moi, je me dis, écoute, je ne veux pas avoir un boss, je ne serais pas capable de travailler pour un boss. J'aime mieux travailler pour moi-même, puis mon seul boss, c'est ma qualité de travail. Et d'un autre côté, j'avais un petit penchant pour la santé versus santé dentaire. Et je savais pas laquelle des deux choisir. J'ai appliqué dans les deux. La première réponse que j'avais eue, c'était la médecine. J'ai dit, OK, je vais être médecin. J'avais des bonnes notes à l'école, alors j'avais le privilège d'être choisi pour être en médecine. Ah, okay. Une fois que je suis rentré dedans, tu sais, à l'externat, on fait plein de stages et j'aimais tout. Et là, j'étais pas capable de me décider. Puis à un moment donné, j'étais en stage avec un ami commun, un chirurgien qu'on adorait tous les deux. Je me rappelle de lui, Dr. Éric Poulain, je pense que tu t'en rappelles très bien. Je pense qu'il est décédé aujourd'hui. Il est décédé d'une sclérose latérale amyotrophique. En tout cas, ce gars-là m'a tellement... C'était mon idole. Tu sais, dans les chirurgiens, c'était mon idole. Puis je me rappelle une de tes discussions avec lui, puis il y avait Jean Perron également qui était là. En tout cas, ça se raconte pas ici, je pourrais te le rappeler une autre fois, là. À un moment donné, il y avait les résidents étaient absents, puis moi, j'étais externe avec lui, puis il venait de finir une opération, une cholécystectomie. Avant les ondes d'eau, c'était une cholécystectomie. Puis là, il me dit, OK, tu fermes la plaie. Je dis, j'ai jamais fait ça. Il dit, t'as-tu déjà fait une plaie à l'urgence? Je dis, oui. J'ai dit, ferme-la, je vais te guider. Je l'ai fermé. Il dit, écoute, t'es très habile de tes mains. Pourquoi tu t'en vas pas? T'en vas-tu en chirurgie? Je dis non. Il dit, applique. Je dis non. Il dit, pourquoi? Je dis, c'est parce que j'aime tout en médecine. Je vais aller en médecine familiale. Il dit, cette valeur. Écoute, tant que je l'aimais, ce gars-là, tant ça m'a blessé, ce père-là. Je dis, pourquoi cette valeur? Tu sais, ça prend des bons médecins de famille, des bons médecins de première ligne. Mais tu sais, je comprenais, il disait probablement cette valeur que tu sois pas en chirurgie, pas cette valeur que tu t'en vas en médecine familiale. Aujourd'hui, avec du recul, je le comprends. Mais dans le temps, ça m'avait frappé, ça m'avait déçu de l'entendre. Alors, puis
Au-delà de ça, je suis un hyperactif, probablement maltraité ou non traité. L'urgence, c'était un milieu qui me passionnait. Puis dans le temps, tu n'avais pas la spécialité de médecine d'urgence encore. Fait que je m'étais dit, je guide mes stages optionnels à l'externat pour garder le curriculum un peu de la médecine d'urgence. Et pendant ma résidence, je vais la choisir soit au CHUM ou idéalement à l'Enfant Jésus, le centre de trauma tertiaire. Et je vais voir le plus de cas possible, puis je vais m'exposer le plus possible. Puis mes stages à option, je vais les faire comme ceux qui se font dans la 3e année de médecine d'urgence. D'accord. Puis justement, écoute, j'ai tripé avec la médecine d'urgence, j'ai tripé. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma pratique en médecine familiale, je n'ai fait que la médecine d'urgence à Chandler pendant 2 ans. D'accord. Alors, mais le Chandler n'est pas dans le portrait à ce moment-là. Là. C'est plus vers la fin de ta résidence. Chandler, en général, je savais que je voulais aller en région éloignée, peut-être 2 ou 3 ans. Puis en région éloignée, c'est souvent dépourvu de spécialistes. Ou si tu as un spécialiste, écoute, c'est pas tout à fait l'anesthésiste, réanimation comme on a dans les grands centres. Le chirurgien, quand je suis arrivé à Chandler, on avait un chirurgien général de 72 ans vers la fin de sa carrière. On avait un omni-anesthésiste, puis un omni qui lisait les radiographies également. Ça se limitait à ça comme spécialité. Donc, je voulais me tremper dans le bain et dire, je vais travailler, je vais apprendre. On apprend les 2-3 premières années de notre pratique autant qu'on apprend dans nos cours de médecine. Mm-hmm. Et j'ai appris beaucoup de choses et je me suis accroché à la ville puis je me suis dit, bon, je vais rester puis ça sera pas juste l'urgence, je vais faire d'autres choses. Et là, j'ai commencé à intégrer l'hospitalisation, ensuite le bureau, ensuite les soins palliatifs, les soins de longue durée. Et bref, j'ai tout fait sauf l'obstétrique en médecine générale. Dis-moi, Sam, on va revenir aux sources de frustration tout à l'heure. Mais aujourd'hui, là, en 2022, ta principale source de satisfaction au niveau professionnel? Écoute, je peux te dire 2012. Des fois, on ne sait pas à quel point on fait une différence dans la vie d'un être humain. 2012, j'ai quitté Chandler pour déménager à Montréal. À Montréal, à peu près en 2016, j'ai vu un patient, un jeune d'à peu près 35-40 ans. Puis il me dit, tu te rappelles de moi? Je dis, non. Il dit, je suis un tel, je viens de Chandler. Tu m'as vu là-bas. Je dis, ah, ok, peut-être. Je dis, je voyais beaucoup de monde. J'espère que je t'ai bien soigné. Il dit, écoute, je peux te dire une chose, tu as sauvé ma vie. Quand tu dis que tu as sauvé ma vie, on pense, ok, accidenté, trauma à l'urgence, etc. Il dit, non. Je suis arrivé pour la 3e fois dans la même semaine, sur ton shift, sous mort, accident de VTT. Oui, j'étais magané, mais j'avais pas de brisure. Tu m'as gardé pour la nuit, puis le lendemain matin, avant que la travailleuse sociale vienne me voir, tu es venu me voir, puis tu m'as regardé, tu connaissais mes parents. Tu as mis mes parents dehors, puis tu m'as dit, jusqu'à quand tu vas jouer au con comme ça avec ta vie? Tu te fais mal, oui, mais tu fais mal à tous les gens autour de toi. Prochaine fois, tu fais un accident, tu vas tuer quelqu'un. Quand tu vois que ce jeune homme-là, il était rendu un cadre, il est retourné aux études, il est devenu un cadre dans une compagnie bien respectée, il a repris toute sa vie en main, juste d'un speech d'une personne, écoute, peut-être je suis allé au-delà un peu de ce que je devais faire comme un médecin. Mm-hmm. C'est les petites histoires de même qui disent, ce que j'ai fait, ça a fait une différence dans la vie de quelqu'un. Puis, j'en ai des centaines de même par après, des témoignages, des gens sur le Facebook qui m'écrivent de Chandler, regarde, t'as fait ci, t'as fait ça, je te serai toujours reconnaissant, blablabla. C'est ma source de satisfaction, vraiment. Ça, c'est au niveau professionnel. Au niveau personnel, source de satisfaction, je te dirais, c'est mes 2 garçons. J'imagine. 2 beaux garçons polis qui sont bien décidés, ils savent ce qu'ils veulent dans la vie, qui sont ouverts à tous les niveaux avec moi, qui, quand ils sentent que j'ai besoin d'aide, écoute, ils font leur valise puis ils s'en viennent ici, ils viennent me voir, ils passent un peu de temps avec moi. Tu peux pas avoir une plus grande satisfaction de savoir que tu as élevé ces 2 garçons-là pour qu'ils aient l'intelligence émotionnelle de savoir, sans que les gens le disent, juste savoir et sentir ce que les gens autour d'eux sentent aussi. OK.
Puis, dis-moi, au niveau professionnel, cette satisfaction-là ou cette reconnaissance des patients, est-ce que tu l'as retrouvée à Montréal aussi ou c'est plus le propre? Oui, absolument. Elle est là aussi. Elle est là, mais la façon, je te dirais, c'est une différence régionale probablement. Les gens de Montréal s'expriment un peu moins au niveau émotif. Les gens en Gaspésie, ils ont toujours le cœur sur la main, puis ils s'expriment beaucoup, beaucoup, même trop parfois. Mais non, on la retrouve ici également. Écoute, tu sais que j'ai jamais bu de l'alcool ou j'ai bu, donc j'ai arrêté il y a 35 ans, disons, avant que tu me connaisses, là. Dans ma maison, j'ai un cellier. Pas parce que je voulais un cellier, il y en avait un. Écoute, quand je l'ai acheté, je l'ai acheté à la maison il y a à peu près 6 mois. Le cellier était vide. Là, il est à moitié plein. Les gens amènent, je leur dis, je bois pas, c'est pas grave, donnez-le en cadeau. C'est pas grave, faites-ci, faites. Mais non, écoutez, non, c'est pas. Écoute, ce que tu nous fais, tu te rends pas compte, mais tu fais une différence dans notre vie. Okay. Parfait. Ils le disent pas trop, mais ils le disent. Ils veulent s'exprimer, ils veulent le dire. Tu me mettras ton adresse, je vais passer faire un tour. Absolument, je t'attends. Dis-moi, si on revient à ta pratique actuelle, là, puis on va parler un peu de la pandémie tout à l'heure, puis de certains autres enjeux, mais actuellement, là, la pratique comme tu la vis dans le moment, là, avec toutes les contraintes liées à la pandémie, là, tu vis ça comment? Écoute, la pratique avant la pandémie, tu sais, il y a un point tournant, comme tu l'as dit, la pandémie, mars 2020. Avant la pandémie, une autre source de fierté, au fond, c'est la pratique médicale que j'ai faite dans mon GMF, dans ma clinique. Quand j'ai parti la clinique, quelques-uns de nos amis communs m'ont traité de fou en disant, avec les dépenses que tu encours là-dedans, là, tu vas faire faillite dans pas longtemps. Okay. J'ai décidé que j'ouvre la clinique en disant, chaque médecin travaille avec un physician assistant ou une infirmière auxiliaire. On va avoir assez de secrétaires. Le médecin ne fera que sa job de médecin. Il n'y en est pas question qu'un médecin se lève pour aller au fax et faxer un document. Il n'y en est pas question qu'un médecin rappelle un patient pour des résultats. Il n'y en est pas question de faire quoi que ce soit de ça ou faxer une demande ou envoyer une demande de consultation. Tout ça, ça appartient à quelqu'un d'autre. Donc, on maximise le travail du médecin, on le met chacun le travail qu'il a besoin de faire. Donc, on devient GMF dans le temps de le dire. On monte d'une clinique avec 0 patient, 0 médecin. On monte à une clinique de 20 médecins, 5 infirmières cliniciennes, 8 infirmières auxiliaires, 3 travailleuses sociales, 2 nutritionnistes, 1 pharmacien et 4 médecins spécialistes et 27 000 patients inscrits. Quand même. Dans ce temps-là, notre fierté, c'était de dire aux patients, jamais que vous allez attendre plus que 2 semaines pour un rendez-vous régulier avec le médecin. Okay. Pour un rendez-vous pour une petite urgence, c'est en dedans de 24 heures. Puis un rendez-vous d'urgence pour les bébés, c'est la journée même. Même si le médecin est plein, puis ils vous disent non, vous venez avec votre enfant, on va le voir. Quelqu'un va le voir. Okay. On était capable de respecter tout ça jusqu'à la fameuse pandémie. Ça arrive et on perd le contrôle. On perd le contrôle, pourquoi? Parce que 7 de nos médecins, on s'est assis les 20 médecins, on a dit à 7 de nos médecins qui travaillent dans des hôpitaux CHSLD, vous allez doubler et tripler votre temps de travail dans les CHSLD et dans les hôpitaux parce que le besoin est grand là-bas. Vos patients qui sont à la clinique, on va s'en occuper. Donc, 13 pour faire le job de 20 médecins. En plus, délestage, nos infirmières cliniciennes, le CIUS est revenu les chercher, 3 sur 5 sont partis. L'IPS qui travaillait avec nous est parti également travailler aux soins intensifs. Et plusieurs des secrétaires ont démissionné parce que c'était trop à supporter tout ça, les masques, la crainte, la COVID, on ne savait pas c'était quoi encore. Alors, on s'est ramassé d'une situation quand même assez chaotique et problématique. Tranquillement, on a pu tranquilliser la situation, on a pu recruter de nouvelles infirmières auxiliaires, de nouvelles secrétaires. Les infirmières sont revenus, j'ai eu les médecins que j'avais aussi sont revenus, sauf que la demande de soins avait augmenté d'une façon exponentielle. Pourquoi? Il y a eu la télémédecine qui a facilité la vie des gens et il y a eu également l'augmentation de problèmes d'ordre psychologique. Okay.
En termes normaux, si tu parles avec ton frère, il va te dire qu'à peu près 25 à 30% de notre clientèle, de nos patients de la journée viennent pour des problèmes d'ordre psychosocial, on dirait. Là, c'était rendu 40 à 50% de nos journées, des problèmes psychosociaux. Plus d'accès aux psychologues et aux travailleurs sociaux dans le public, dans le CLSC, c'était rendu 6 à 9 mois d'attente. Même dans le privé, c'était rendu 3 à 4 mois d'attente pour ceux qui pouvaient se le permettre. Alors, la voie d'accès privilégiée et gratuite, c'était le médecin de famille. Okay. On se faisait appeler pour n'importe quoi. Mon chum vient de me laisser et je suis triste. Ma fille a coulé ses examens parce qu'elle est toujours à la maison, elle est pas motivée, puis je sais pas quoi faire avec elle. C'est vraiment, c'est ça ce qu'on avait. Plus la dépression qui a augmenté parce que les gens ne sortaient plus de chez eux. Les prises de poids importantes, les gens nous arrivent, on dit qu'est-ce que je fais avec mon poids, j'ai pris trop de poids. Bref, on avait des consultations qu'on n'avait pas à ce point-là. Et là, tu dis, OK, tu sais, je suis médecin de famille, je suis pas formé pour ça, c'est pas ma job de le faire, mais il y a personne d'autre pour le faire. Tu lances un cri au gouvernement en disant, la porte d'entrée qui est le médecin de famille, c'est pas nécessairement le médecin de famille, c'est la première ligne. La première ligne, c'est le psychologue, le travailleur social, l'infirmière clinicienne, l'IPS et le médecin de famille. On n'est pas seul, mais présentement, on est seul à tout supporter ce stress-là. Et c'est là que ça l'a craqué complètement. Mm-hmm. Écoute, Sam, je vais te laisser reprendre ton souffle. On prend une courte pause et on revient avec le docteur Sam Daher, qui est président et directeur médical de la Cité médicale à Montréal. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com, bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Sam, peut-être avant de retourner là, sur ta pratique actuelle puis sur certaines frustrations là, dont tu faisais état avant la pause, j'aime souvent demander à mes invités s'ils ont une devise ou un mantra, là, une phrase là, pour laquelle ils sont reconnus. Là, as-tu une phrase que tu dis souvent ou quelque chose, là, puis les gens disent « Ah, ça, c'est Sam dirait ça » ou... Écoute, oui, c'est une phrase que je disais jusqu'à l'apparition de la COVID. Je disais toujours « be positive ». Quand la COVID est arrivée, je ne pouvais plus la dire. Okay, donc ça. Be positive, pourquoi? Parce que, tu sais, quand je travaillais à Chandler, j'avais des collègues qui détestaient faire l'hospitalisation. Je dis, écoute, tu peux faire ta tournée de patients, puis être bougon, puis tu sais, ça va être vraiment plus dur. Fais-la avec un sourire, trouve les points positifs dans ce que tu fais. Je te jure, ta journée va passer de façon plus légère, plus agréable. La même chose pour ceux qui détestaient faire de l'urgence. La même chose pour ceux qui détestaient faire du sans rendez-vous. Bref, c'est be positive. Peu importe ce que tu fais, be positive. Ah, d'ailleurs, juste avant que je te parle, j'ai parlé avec mon plus jeune. Il y en avait plein la boue dans le toupet en disant, je suis écœuré d'étudier ce cours-là. Il fait beaucoup de travail. Je dis, qu'est-ce que je te dis tout le temps? Il dit, be positive. Mais je suis écœuré de be positive. Je dis, non, c'est vraiment be positive. C'est ça. C'est bon, c'est bon. On parlait tout à l'heure des beaux souvenirs de ta carrière, mais si on tournait le compas de 180 degrés, une situation difficile dans ta carrière, si ça se raconte, là, en fonction des enjeux de confidentialité ou autre, puis quelles leçons tu en as tirées? Ou... Quelques-unes qui ne peuvent pas se raconter. Ben, tu sais, c'est rien de majeur, mais ça te touche profondément. Quand la situation la plus difficile dans le temps, je me rappelle comment je me suis senti, c'est un de mes amis, quand j'étais en Gaspésie, il était également proche de moi parce qu'il était un de mes joueurs dans l'équipe de hockey que j'avais.
Et je l'avais envoyé à un moment donné pour un test de dépistage parce qu'il y avait des histoires familiaux de maladies cancéreuses. Et, bon, évidemment, je sais pas pourquoi, mais il l'avait pas passé. Mais à un moment donné, j'étais en vacances, il me texte, il dit, regarde, Sam, j'ai un petit problème, si, ça. Je dis, t'as-tu fait ton test? Il dit, ben non, je l'ai cancellé. J'étais en beau fusil après lui. Aussitôt que je suis revenu, j'ai demandé que le test soit fait de façon urgente. Puis le médecin qui effectue le test, il m'appelle, il dit, il est encore dans la salle d'attente, il est pas au courant, mais il y a un cancer. Un jeune de 33 ans qui a 3 jeunes enfants. Mhm. Il est un de tes amis. Et écoute, là, tu sais, mon monde s'est défait. Tu sais, je me suis senti coupable, premièrement. Pourquoi j'ai pas fait le follow-up? Pourquoi il a pas fait le test la première fois? Et deuxièmement, tu sais, c'est un père de famille plus jeune que moi, avec 3 enfants, puis il y a un cancer. Comment tu veux que je lui dise ça? En tout cas, le médecin me l'a envoyé au bureau, puis c'est moi qui lui ai annoncé ça. C'était extrêmement, un des moments les plus difficiles de ma carrière, je te dirais. Quand je suis arrivé à la maison, ma femme, dans le temps, elle me dit, qu'est-ce que t'as? T'as pas l'air affilé. Je dis, ben, je veux pas en parler. Travail, j'en parle pas à la maison. Non, je veux savoir. Non, j'en ai pas parlé. À un moment donné, elle a continué comme à me picocher, elle veut savoir c'est quoi. Je dis non, il n'y en a pas question, je parle pas du travail, je commencerai pas aujourd'hui. 2 jours après, elle revient me voir, elle dit, tu sais pas quoi? J'étais au dépanneur, puis j'ai appris que tel, il y avait un cancer. Je dis, tu viens de comprendre pourquoi il y a 2 jours, j'avais pas le goût de parler? Oui, mais t'aurais pu me dire. Non, j'aurais pas pu te le dire, parce que le secret professionnel, ça, je le garde avec moi. Mais, en tout cas, je l'ai accompagné dans tout ça, mais heureusement, il s'est fait opérer, pas de récidive. Aujourd'hui, ça fait plus que 5 ans, puis il est correct, là. Mais c'était un des moments les plus difficiles de ma carrière. J'imagine. Mais dis-moi, en quoi tu pouvais te sentir coupable du fait qu'il ne soit pas allé passer son test, là? Parce que normalement, je mets toujours une note dans le dossier, comme quoi j'ai demandé tel test, vérifie si le patient l'a fait. OK. Pour une raison que j'ignore, je l'ai pas fait. Probablement parce que je le connais bien, c'est un de mes amis, puis on a parlé, puis tout ça, là. Mais peu importe la maladie de ton patient, même si ton patient fait un arrêt cardiaque sans symptômes cardiaques préalables, comme médecin, on se sent toujours coupable. Tu vas te questionner. Tu te questionnes, tu commences à fouiller le dossier, tu dis, j'ai passé à côté de quelque chose, c'est quoi? Ça fait partie de qui on est. T'sais, on dirait que le software des médecins est fait de même. Quand ton patient va mal, tu cherches qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. Puis, tu fais pas juste chercher à tête froide, tu cherches avec le sentiment de culpabilité toujours en arrière. On avait un patient commun aussi que j'aimais beaucoup, là, qui est décédé il y a 1 an et demi. Je l'adorais, ce gars-là. Sauf qu'à un moment donné, c'était une question de temps avant qu'il décède, là. Lui aussi, je l'aimais beaucoup, très proche, même il était déménagé dans une autre région très lointaine, il venait toujours me voir à Montréal, j'étais toujours son médecin de famille malgré tout. La dernière fois, il est venu me voir, il m'a dit, ça va être la dernière fois, parce que le docteur Gagné m'a dit que il n'y a plus rien à faire. Je me suis senti coupable, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on connaît l'histoire que tout a été fait et plus, mais il y a toujours ce sentiment de culpabilité. En effet. Dis-moi, à l'automne, je pense que je t'avais déjà contacté pour le balado, puis je suis tombé sur une entrevue de toi à l'automne, au mois d'octobre, avec Paul Larocque, où là, tu avais vraiment l'air d'en avoir, comme on dit en québécois, plein ton casque. Tu as parlé d'épuisement professionnel, tu as parlé des pénuries de personnel, tu as parlé du fait que le moral des troupes était vraiment à terre. Tu as même mentionné que tu avais remis ta pratique médicale en question. Là, ça avait l'air d'être un creux de vague. Oui, c'était vraiment un creux de vague. Écoute, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il y a le facteur pandémie, on ne se le cache pas. Pandémie, 18-19 mois sans congé, sans vacances, on prenait 2-3 jours là, il n'y avait rien d'autre à faire. Tout ce qu'on faisait, c'est travailler puis revenir à la maison, on mangeait, on se lavait, on se couchait puis on retournait au travail. On voyait la situation désastreuse, comment elle se déroulait. Oui, il y a eu des périodes d'accalmie puis tout ça, mais c'était pas assez long qu'on puisse récupérer. Ajoute à ça, comme je te dis, 4 congés de maternité à la clinique, donc excès de travail sur nous.
Avant même que le premier ministre demande que les médecins aillent aider dans les CHSLD, on s'était organisé, on a envoyé des médecins pour aider. La FMOQ nous a talonné pas mal aussi, mais j'ai dit j'ai envoyé le maximum que je peux envoyer. Alors, la job a été faite, puis on a poussé, puis malgré toutes les embûches qu'on avait, on avait réussi à maintenir quelque chose qui a de l'allure parce qu'on était en urgence sanitaire. Cette urgence sanitaire, ça me rappelait un peu, malheureusement, les années de guerre au Liban. Tu es dépourvu, tu te ramasses avec rien. Tu sais, c'est la panique, tu regardes, tu n'as rien autour de toi sur lequel, tu n'as pas de poteau sur lequel t'appuyer. On pensait qu'on avait un premier ministre qui comprenait un peu qu'est-ce qu'on vivait. Et là, tu sais, avec toute cette fatigue-là, à un moment donné, j'ai décidé que je prenais une semaine de congé au mois d'octobre. C'était la semaine que j'ai fait l'entrevue avec M. Larocque, d'ailleurs. Et là, j'avais loué un chalet tout seul en Estrie. Puis j'étais assis, puis je regardais, à un moment donné, j'entends le premier ministre dire, on va féliciter à l'ouverture de la séance parlementaire, le 20 octobre ou le 21 octobre. On va féliciter tous les acteurs du système de la santé. La job a été faite, sauf les médecins de famille, vous n'avez pas fait la job. C'est comme si tu venais me couper les deux jambes. Écoute, après, pas parce que je cherche la reconnaissance, la gratification ou quoi que ce soit, je cherche juste à ce qu'on me laisse tranquille, qu'on me laisse faire ma job, puis qu'on me mette pas des bâtons dans les roues. On voyait tous les problèmes qui survenaient, puis malgré tout ça, on critiquait pas le gouvernement, on dit le temps n'est pas à la critique, le temps est à travailler ensemble. Mais il se vire de bord, puis il te garoche, il te plante un couteau dans le dos en disant ça. Écoute, moi, je m'étais dit, bon, ce que je fais, pourquoi je le fais? Pourquoi je me brûle à ce point-là? J'ai plus le temps de m'asseoir avec mes enfants. Quand j'arrive à la maison à 6 heures, je suis crevé. Tout ce que je fais, c'est me laver, manger, puis aller me coucher. Bon. Puis d'un autre côté, quand tu as un premier ministre qui dit ça aux médias, il faut pas sous-estimer les faits sur certaines personnes. Ça veut dire, comme je te dis, dans la période de pandémie, c'était extrêmement difficile pour les patients de prendre rendez-vous avec nous en général quand, d'habitude, dans mes 28 ans de carrière, j'ai jamais eu plus que 2 semaines d'attente pour des rendez-vous avec moi pour mes patients. Et tout le monde qui travaille avec moi dans ma clinique, c'est ça. C'est votre règle, oui, c'est ça. Mais là, on était rendu à 3, 4, 5 semaines d'attente avec des attentes téléphoniques longues parce que, bon, les patients, ils paniquaient au téléphone. Et là, les patients venaient me voir après ça, ils venaient me voir pour dire, ouais, j'ai essayé, ça fait 3 semaines, j'essaie de prendre rendez-vous, mais t'es jamais là. Quand ils disent t'es jamais là, puis t'es 60 heures par semaine à la clinique à essayer de rendre le service au plus grand nombre possible de patients, là, ça te frappe. C'est une vraie claque d'en face, menée par un premier ministre qui, par l'ignorance de ses propos, nous met encore la population plus à dos. Et moi, comme médecin de famille qui essaie de recruter d'autres médecins de famille pour les mettre dans ma clinique, je me rappelle du nombre 473 postes en médecine familiale sont restés non comblés au Québec depuis 2013 parce que les étudiants en médecine bout de la médecine familiale, ils s'en vont plus dans la spécialité. Un des facteurs, c'est le dénigrement vécu. C'est le dénigrement que le politique lance. Puis c'est pas juste la CAQ, c'est le Parti libéral, c'est le Parti Québec. Tout le monde l'a fait. Ils sont tous coupables au même point. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'hier, j'étais avec Paul Larocque encore sur le bilan, puis j'avais une entrevue dans laquelle j'ai dit exactement la même chose. Je peux t'envoyer le lien tantôt. Okay. C'est que vous êtes en train de brûler, de squeezer le citron à la dernière goutte, puis après ça, vous le jetez, après ça, vous crachez dessus. C'est pas faisable. Et c'est là, avec toute la fatigue accumulée, puis avec les conséquences de ce que j'ai vu, j'ai dit, savez-vous quoi? Non. Il n'y en est pas question. Je ne vais pas continuer là-dedans. Je suis mieux de prendre ma retraite. Sauf que j'ai eu quand même plusieurs semaines d'arrêt. J'ai eu 2 semaines d'arrêt de travail. Après ça, le temps des fêtes, les vacances, j'ai vu les enfants, etc. Je me suis reposé, puis je suis revenu avec une attitude différente en disant, quand je vais quitter, ça va être à mes propres termes. C'est pas vrai que je vais me faire pousser à l'extérieur de ma pratique médicale par des propos irréfléchis, pour être poli, irréfléchis à ce moment-là.
je n'ai plus besoin de travailler comme médecin. Je fais parce que j'adore travailler. J'aurais pu m'asseoir juste pour gérer ma clinique puis passer en pré-retraite et retraite après. Sauf que si je décide de rester, c'est parce que j'aime encore ce métier, parce qu'à tous les jours, quand je me lève, j'ai hâte de me rendre à la clinique, puis voir du monde, puis jaser avec du monde. Et c'était ça qui était le point à ce moment-là. Dis-moi, parce qu'en tout début d'entrevue, tu disais que ce qui t'a attiré en médecine, c'est l'autonomie professionnelle. Oui. Et la vision que j'ai, tu me corrigeras, là, moi, je suis médecin spécialiste, là, j'ai l'impression que, et ma conjointe est médecin de famille, je vois ce qu'elle vit, j'ai l'impression que l'autonomie des médecins de famille est en train de s'effriter. Oui. Au fil du temps. Là, il y a un nouveau projet de loi là, que je n'ai pas eu le temps de lire, que toi, tu as sûrement lu, qui semble être encore une façon d'essayer de contrôler la pratique. C'est comme si on avait l'impression que l'objectif derrière ça est probablement correct, là, l'objectif ultime, mais la façon de le faire, on a l'impression que ça passe par de plus en plus de contraintes contre la médecine familiale, alors que la médecine familiale, c'est une multitude de pratiques, là, tu sais. Absolument. Écoute, les gouvernements successifs veulent nous traiter comme des employés, mais quand ça fait leur affaire, on est des travailleurs autonomes. C'est pas compliqué qu'ils décident une fois pour toutes le statut du médecin de famille. Est-ce qu'on est des employés de l'État ou on est des travailleurs autonomes? Si on est des travailleurs autonomes, on est responsable de nos propres horaires. On a nos propres responsabilités envers nos patients. On a notre code de déontologie qui nous oblige d'être disponible et de suivre l'état de santé de notre patient et de s'assurer qu'on l'envoie à la bonne place au bon moment. On le sait, c'est notre raison d'être, c'est notre branding, c'est notre gold standard d'être là et de suivre des patients. On n'a pas besoin d'un gouvernement ou d'un politicien pour nous le dire. Ils ont l'air à venir présentement pour nous dire non, là tu vas travailler à partir tu vas être disponible avant 8 heures le matin et après 19 heures le soir. On le fait déjà. On a des horaires qui le font déjà. Mais j'ai pas besoin de toi pour venir me le dire. On s'entend entre nous puis on le fait. Partout ailleurs, il y a des cliniques urgent care, comme nos cliniques réseau ici, mais urgent care un peu plus comme des urgences, un peu plus poussées que le sans rendez-vous. Et ils fonctionnent. Et les médecins de famille ne sont pas ouverts 84 heures par semaine. Les médecins de famille sont là lundi au vendredi, de 8 à 6, peu importe. Mais nous, on le fait quand même. Tu sais, on n'a pas résisté à ça, on a adhéré. Après ça, ils nous disent le taux d'assiduité, il faut que 85% des visites de vos patients se passent avec vous et non pas ailleurs, sinon vous êtes pénalisé. Comment je peux être pénalisé des habitudes de consultation de mon patient? Moi, ma clinique est au centre-ville de Montréal, mon patient reste à Laval. S'il est malade puis il est chez eux ce jour-là, ça ne tente pas de venir me voir au centre-ville, c'est appelé le trafic de Montréal, il va aller à la clinique sans rendez-vous proche de chez lui. Mais parce que lui, il l'a décidé, c'est moi qui ai pénalisé. Alors, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? On a dit, on va commencer à voir seulement les patients inscrits avec nous. Donc, ça limite beaucoup. Ah, ben là, ils viennent de se réveiller en disant, on veut que vous fassiez du sans rendez-vous populationnel, donc donner du service à des patients non inscrits. Oui, mais attends un peu, tu viens de faire une politique qui est différente, qui nous disait que non, c'est pas ça. Bref, c'est vraiment un brouhaha épouvantable, c'est de la cacophonie là-dedans. OK. Tu parlais tout à l'heure du très grand nombre de postes non comblés en médecine familiale. Puis toi, tu mettais ça sur le compte notamment du fait que c'est une spécialité qui est mal reconnue par le gouvernement, ou penses-tu qu'il y a d'autres facteurs? Je sais pas, l'attrait peut-être la complexité de la médecine familiale? Il y a plusieurs. Oui. J'allais dire, écoute, te suggérer là, des éléments de réponse comme spécialiste. Je trouve la complexité, ce que je vois parfois, ça peut dépendre des milieux aussi, c'est les relations avec les médecins spécialistes, mais ça, c'est très variable d'un centre à l'autre, là, mais c'est difficile, même moi, mettons, comme chirurgien général, là, même un peu surspécialisé, c'est pas très long que j'ai l'impression de sortir de mon champ de compétences. Là, je vais parler avec
d'urologie, neurochirurgie, je connais peu de choses, souvent dans des domaines qui sont quand même du domaine chirurgical. Là, je me dis comme un médecin de famille, souvent on s'attend à ce qu'il sache beaucoup de choses sur tous les sujets, c'est difficile. Mais il y a plusieurs éléments de réponse, j'imagine. Là, mais... Oui, tout à fait. Écoute, il y a plusieurs éléments. Un des éléments, c'est entre 1994, l'année que j'ai gradué, et 2022, la médecine a fait des pas de géant. Il y a eu tellement d'études, tellement de nouveautés dans la médecine, surtout dans les 10 dernières années. Donc, tu as besoin d'être à jour dans plusieurs sujets. Un généraliste comme moi, qui est un vrai généraliste, qui fait tout, au fond, sauf l'obstétrique et les accouchements. Écoute, j'ai 275 bébés en bas de 5 ans pour lesquels on fait les ABCDR, le Well Baby Care. J'ai des personnes âgées en haut de 80 ans avec multiples problèmes et multiples médications. J'ai les patients avec les problèmes de santé mentale, que ce soit la dépression ou que ce soit les psychoses qu'on est capable de suivre, il faut savoir c'est quoi les nouveautés dans la médication, qu'est-ce qui se passe, OK? Quelle sorte de traitement, les troubles de personnalité borderline, il n'y avait rien à faire. Quelqu'un qui avait ça, il était foutu. Mais aujourd'hui, il y a le DBT therapy qui marche à 50% quand les gens sont motivés. Bref, ce qu'on avait appris pendant nos stages, nos cours, ne s'applique plus aujourd'hui. Okay. Donc, ça fait en sorte que les jeunes finissant en médecine familiale, ils sentent comme the urge ou le besoin de faire une 3e année supplémentaire, soit en médecine d'urgence, soit en gériatrie, en soins palliatifs, en soins de longue durée. Bref, il y a toujours ça qui s'ajoute. Puis même ceux qui la font pas, ils choisissent un créneau précis, disons le musculo-squelettique, puis ils se lancent là-dedans, ou la pédiatrie, puis ils se lancent là-dedans. Donc ça fait partie de la complexité. Donc ça commence à faire certaines réticences pour la médecine familiale. Mais d'un autre côté, la médecine familiale, comme tu l'as dit tantôt, on est de plus en plus attachés, on a des contraintes. Des contraintes en disant, écoute, là, toi, tu viens de Montréal, tu as toujours vécu à Montréal, ta copine travaille à Montréal, tu as fini ton cours de médecine, mais il n'y a pas de place à Montréal. Tu vas aller travailler en Gaspésie ou en Abitibi. Ça veut dire que tu déracines la personne de Montréal. Si la personne, sa copine est là avec sa job, sa famille, sa belle famille, et puis il faut que tu l'envoies ailleurs parce qu'il n'y a pas de prême, il n'y a pas d'avis de conformité. C'est ça, ouais. Comment tu vas faire? Comment tu peux planifier ça? Ça devient très difficile. De l'autre côté, tu te fais écœurer par la politique tout le temps en disant tu fais pas assez, fais-en plus. Je connais beaucoup de médecins qui sont allés en médecine familiale en disant je voulais pas aller en spécialité parce que je veux pas être obligé à une liste de garde avec mes collègues, puis je peux pas déroger de ça. Puis tu le sais, Jean-Pierre, que quand vous avez des gardes, c'est difficile de te faire remplacer si tu as quelque chose. Là. Ils disent, moi, je vais aller en médecine familiale parce que j'ai choisi d'avoir une bonne conciliation travail-famille. Moi, je veux travailler 4 jours semaine. Mais là, tu as un gouvernement qui te dit, mais tu n'as pas le droit de travailler 4 jours semaine ou 3 jours semaine. Il faut que tu sois là 5 jours semaine. Je m'excuse, mais qui l'a dit? Quand je suis rentré en médecine, il n'y a personne qui disait ça. Si c'est ça, faites donc signer des contrats aux étudiants en médecine avant qu'ils rentrent. En disant, le travail, c'est pas 3 jours et demi par semaine, c'est 5 jours semaine. Les gens décideront alors s'ils vont rester en médecine ou non. C'est que tu les rends avec certaines promesses, et après ça, tu changes la donne along the way. Tu peux pas le faire. Et présentement, c'est ça qui est problématique pas avec les jeunes médecins, mais avec nos politiciens, c'est que ils ne tiennent pas avec une ligne de conduite stable. C'est toujours des changements à l'improviste qui changent ta vie comme jeune médecin. Avez-vous, ou as-tu dans ta pratique, toi, tu n'as pas d'étudiants ou de résidents ou... On a des étudiants de première année de McGill qui viennent. Des stages? Okay. Oui. Puis est-ce que ces gens-là semblent attirés par la médecine familiale ou ils voient ce que vous faites, puis ils écoutent ou ils entendent ce qui se dit, puis... De moins en moins. De moins en moins. Je suis chanceux. Un des étudiants que j'avais avec moi au début quand j'ai commencé à la clinique, il a gradué, puis là, présentement, il travaille avec moi à la clinique. Ah, quand même. Il dit, écoute, là, tu sais, d'après tout ce que j'ai vu dans tous mes stages,
c'est le genre de médecine familiale que je veux, où on fait ci ou on fait ça, chacun joue son rôle. Donc, oui, mais de moins en moins d'attirance vers la médecine familiale. À la pause, on parlait de tes garçons là, qui sont dans le domaine du sport, puis psychologie du sport, puis management, puis il faut que je repose la question ou de raconter quand tu as demandé à tes enfants s'ils avaient un quelconque intérêt pour la médecine. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu le déroulement de la conversation puis la réponse de tes deux enfants. Pierre, t'es une boîte à surprise, toi. Mais ta réponse, je vais être honnête, je vais te dire exactement ce que je t'avais dit hors micro. C'est que un soir, on était au restaurant, on soupait, puis moi, je suis pas le genre à dire à mes garçons quoi faire. Ils savent qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, sauf que avant qu'ils rentrent au cégep, je voulais avoir une idée quand même. Dans quoi, qu'est-ce qui leur intéresse dans la vie? Fait que là, on était en train de souper dans un bon petit restaurant. Là, j'ai dit, OK, les gars, j'ai juste une question. C'est pas ni une suggestion, ni de la pression, c'est juste pour savoir. Est-ce qu'il y a un de vous deux ou les deux qui seraient intéressés d'être médecin? Ce qui est drôle, mes garçons sont ultra polis, ils m'ont jamais entendu des gros mots envers moi de leur part. Là, ils se viennent vers moi tous les deux en disant « Es-tu fou? » Écoute, je suis resté saisi comme si tu m'avais donné une bonne claque dans la face. Là. Je regarde, je dis « Pardon? » Là, mon plus vieux, il dit « Excuse-moi, papa, tu sais, c'est sorti tout seul, mais est-ce que tu vois la vie que tu mènes? » Je dis, oui, mais qu'est-ce que là, la vie que je mène? Il dit, ah ben là, t'es debout à 6h moins quart tous les matins. La fin de semaine, quand tu fais la grasse matinée, tu te lèves à 8h. Youpi, 8h. Pour faire quoi? Pour regarder tes résultats de laboratoire avant qu'on se réveille. Tu arrives à la maison à 5h30, t'es fatigué, tu peux pas nous parler pendant 30 minutes. Après ça, tu te reposes. Non, je ferai pas ça. Je dis, mais écoutez, les gars, c'est parce que moi, c'est pas pareil. Moi, j'ai deux jobs. J'ai une job de médecin à temps plein. Mais j'ai une job aussi de propriétaire gestionnaire. Ouais, c'est ça. Et là, mon plus vieux, il dit, ben oui, moi, je veux être comme toi, mais pas la partie médecin, je veux être la partie gestionnaire. La partie gestionnaire. Je l'ai trouvé intelligent quand même. Écoute, je pouvais pas lui en vouloir. Je les comprends au fond, là. Ils voient ce qu'ils ont devant eux. Ils sont fiers de ce que je fais, mais ils veulent pas faire la même chose. C'est pas une déception pour toi, là, de voir tes garçons? Pas du tout, okay. Pas du tout. Écoute, ma plus grande satisfaction, c'est de les voir être dans les programmes qu'ils ont choisis et exceller là-dedans et être sûr jour après jour qu'ils ont fait le bon choix. Donc, je peux pas être malheureux. Est-ce que tu aurais été déçu que tes enfants n'aient pas un parcours académique? Donc, pas prendre un travail qui n'est pas académique ou un métier plus... Pas du tout. Non. Pas du tout. Moi, de les voir heureux, là, ça n'a pas de prix. Quand je fais des voyages avec mes enfants, les voyages qu'ils veulent faire, je les laisse choisir les vacances. On peut aller en Europe, on peut aller dans le Sud, on peut aller au Canada ou aux États-Unis. Papa, là, on n'a pas vu encore Los Angeles, on veut avoir le Staples Stadium. On veut aller voir un match de LA là-bas, des Kings. On va faire ci, on va faire ça. Puis en revenant, on va arrêter à Las Vegas voir un match de je sais pas qui, l'équipe de Vegas. Écoute, leurs vacances, ça tourne autour du sport. On est allé cet été. C'est drôle, mon anecdote. Le Canadien, tu sais, ils ont fait les séries, ils sont rendus jusqu'en finale. Ils ont éliminé les Leafs quand même, tu sais, ils ont éliminé une puissance au début des séries. Alors, on arrive, Toronto, ils veulent aller visiter le stade de Maple Leafs et acheter des souvenirs en plein été. Mon garçon qui rentre avec son chandail, Carey Price avec quatre photos de Carey Price, genre on les a éliminés en 4-3, peu importe. Casquette du Canadien, chandail du Canadien, foulard du Canadien en plein été. Puis on rentre, là je regarde mon gars, je dis, on est à Toronto, tu veux vraiment qu'on se fasse assommer? Il dit, ben non papa, ça va être drôle. On rentre, puis il commence à écœurer les vendeurs. Mais une chance, c'était des jeunes dynamiques. Okay. Et avec ça. Donc, eux autres, ils en mangent du soir, donc j'ai aucun problème de les voir. Moi, ma seule condition, c'était, le plus vieux, quand tu vas être directeur général d'une équipe de hockey, je veux une paire de billets de saison que moi, je choisis la place. Okay. Je veux pas être en haut, je veux être en bas, proche de la bande, ou dans une loge. Puis le plus jeune, je veux rencontrer les joueurs que tu vas voir comme psychologue du sport. C'est tout ce que je leur ai demandé. C'est des conditions intéressantes.
Écoute, c'est déjà presque la fin de l'entrevue. Il y a une section baguette magique donc à ce balado. Donc, dans un premier temps, si je te donnais une baguette magique et je te laissais changer instantanément une chose dans le système de santé ce soir, on est le 2 février 2022, ce serait quoi? Ça serait de mettre à notre disposition 1000 médecins de famille, 3000 infirmières, tout de suite, là. Parfait. Alors, Vraiment, oui. Je vais passer la commande, puis je te reviens. Merci. Et si je reprends la baguette magique et je te permets de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour prendre, ce ne sera pas un verre de vin dans ton cas, mais prendre un café ou un verre d'eau, une liqueur, ce serait qui? Mon père. Mon père, juste pour lui dire à quel point je m'ennuie de lui, que je l'apprécie. Et on avait des discussions, mais le peu de conseils qu'il me disait étaient tellement à point que je comprenais pas plus jeune. Mais aujourd'hui, que je les comprends puis que je m'ennuie de lui. Et il t'a quitté à quel âge avais-tu? Écoute, il nous a quittés en 2016. Okay. Il commençait à avoir certains problèmes de mémoire. Et il était malheureux depuis le décès de ma mère. Ma mère était décédée 1 an avant lui, puis il a pleuré, je pense, jusqu'à sa mort. Il a pleuré pendant 1 an et demi jusqu'à ce qu'il meure. OK. Je te remercie, Sam. Merci, Jean-Pierre. Une cause qui te tient à cœur, une fondation, un organisme, ou à part le gaillard de Chandler, là? Moi, je te dirais, écoute, quelque chose que je rêve de faire un jour, puis j'ai toujours rêvé, puis un jour, probablement, je vais le faire à un certain degré, c'est de créer une fondation pour les parents d'enfants autistes. OK. C'est tellement difficile, quand tu es un parent d'enfants autistes, d'aller trouver les services au moment opportun pour les rentrer dans le système de la santé. Quand t'as pas le moyen d'aller au privé, là, c'est tellement difficile, les parents sont tellement désemparés, tellement laissés à eux-mêmes. Le système public est pas capable encore de répondre à tous leurs besoins et ils se font envoyer d'un bord et de l'autre. Juste créer cette fondation pour dire, t'engages tous les travailleurs qui prennent en charge un enfant autiste, tu les mets dans un centre, tu fais financer ce centre-là par des activités de charité, des tournois de golf, de ci, de ça. C'est ça, un jour, mon rêve, c'est de faire ça. Puis dire aux parents, arrêtez d'être mal pris. Vous avez un enfant, vous n'avez pas le moyen d'aller au privé, venez ici, on va vous prendre en charge. C'est bon, ça, c'est un très bon choix. Sam, c'est déjà la fin de l'entrevue. Là. Avant de nous quitter, as-tu un dernier conseil, une pensée pour nos auditeurs? Ou... Je peux juste leur dire, premièrement, le vaccin, c'est pas de la foutaise. Allez prendre donc le vaccin. Là. Deuxième chose, comme vous, on est des êtres humains. On vit la pandémie au même degré que vous autres. On est affecté psychologiquement au même degré que vous autres. On est fatigué au même point également, mais on a besoin de se montrer fort pour vous autres. Mais c'est pas toujours facile, donc patience. Vos travailleurs de la santé sont là pour vous aider. Aidez-les un petit peu également. Prenez soin de vous, c'est tout ce que je peux vous dire. En prenant soin de vous, vous nous aidez énormément. Alors, c'est la fin de cette très longue entrevue. Je veux remercier mon invité Sam Daher de la clinique La Cité médicale à Montréal, un ancien ami de faculté que je n'avais pas revu depuis un quart de siècle, à toute fin pratique. Sam, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Il va falloir qu'on remette ça en personne après la 24e vague de la pandémie. Prochainement. Écoute, je te promets, dis-moi donc, avant qu'on quitte les auditeurs, est-ce que tu fais encore la virée de rêve? Tout à fait. Oui. Cette année, c'est quand? Ben là, écoute, à cause de peut-être cette année, peut-être à l'automne, mais encore une fois, la pandémie nous force à probablement remettre la version normale de l'événement de 1 an. On est en réflexion là, ces jours-ci, donc, mais tu seras le bienvenu. J'aimerais ça, une invitation quand c'est le temps. J'irai, écoute, là, j'ai tellement d'amis à Québec que j'aimerais ça aller te voir puis voir le restant de mes amis. Ah, ce serait fantastique. Alors, merci beaucoup. Je remercie les auditeurs
de nous écouter fidèlement. Je vous invite à visiter mon site web qui est www.baladosanté.ca au BALADOSANTE.ca. Vous pouvez vous abonner au site web. Je vous invite à vous abonner au balado sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez m'envoyer des commentaires via Facebook, via le site web également. Vous pouvez me suggérer des invités. Et je fais également un appel aux commanditaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.